Je m'appelle Mathias Le Texier, j'ai 25 ans et je suis historien. Et il y a 3 ans, je me suis lancé dans un projet fou. Recueillir le témoignage de mes grands-pères sur la guerre d'Algérie. J'ai l'immense chance de côtoyer ces personnes complexes que tout rassemble et que tout oppose. 2 jeunes Bretons envoyés en Algérie en tant qu'appelés du contingent. Une expérience combattante et humaine à l'image de la jeunesse française. Leur mémoire a conservé chaque détail de cette époque. Leur appréciation du conflit a déclenché rejet et silence pour l'un, incompréhension et colère pour l'autre. Comment ce conflit a-t-il été possible ? De nombreuses questions sont encore aujourd'hui toujours en suspens. Je vous propose ici de plonger dans les récits d'une jeunesse sacrifiée. Je veux dire que les marches en montagne, tous les exercices en montagne, je veux dire que parfois on en pissait presque dans le froc. Hein. Et marche en cordée et compagnie. Hein. J'ai fait le stage d'éclaireur skieur à Champs-Rousse, près de Grenoble. J'ai été incorporé le 24 juin 1954. J'avais pas 21 ans à l'époque. Puis un beau jour, on nous a dit, hop, direction Marseille. C'est en juin 1954 que Marcel Le Texier effectua son service militaire. Versé dans une école de sous-officiers de la logistique, il apprit au cours de ses classes le maniement des armes et la spécificité de l'approvisionnement. Rennes, Metz, Le Mans, son service est marqué par un intense déplacement sur tout le territoire. Il n'a, à ce moment-là, aucune idée de comment pouvait être l'Algérie. Les villages du Bled, les montagnes de Kabylie, la région des Aurès ou l'aridité du Sahara. Et moi, je rappelle le capitaine de la compagnie chez nous, il dit comme ça, Le Texier, vous allez partir en Algérie. Et c'est de là que je suis parti, donc, direction Lyon, Sathonay exactement. Il nous a dit comme ça, vous allez faire partie de la 27e division d'infanterie alpine, qui était une nouvelle division, c'est pas de nouvelle, une ancienne division qu'on reformait. Alors la 27e division d'infanterie alpine, là, ça comprenait, la plupart c'était des chasseurs alpins. C'est pour ça que je me suis trouvé au chasseur alpin, au 6e chasseur alpin. Avant 1954, le 6e bataillon de chasseurs alpins était stationné en Autriche. Il revient rapidement en métropole en raison des événements d'Algérie et se réinstalle dans sa ville natale, Grenoble. L'encadrement des recrues est réalisé par des officiers d'active, des anciens résistants et des vétérans d'Indochine. Le retour d'expérience des anciens sera particulièrement décisif pour les appeler en Algérie. Le 25 novembre 1954, il débarque à Alger et en décembre monte en Kabylie. Le 6e BCA va rester dans le même secteur jusqu'en novembre 1962. Sa devise, serrer les dents. On est monté sur le Pasteur à l'époque, c'était un très beau paquebot, où il y avait toute la division, la 27e division d'infanterie alpine dessus. Mer très calme, on a fait un très beau voyage d'ailleurs, la nuit là, je n'étais jamais allé en bateau. Hein. Et là, on s'est retrouvé à Bouira,
au débarquement à Alger, direction Bouira. Là, on était à Bouira, on était cantonné dans une école. Et de là, on a commencé, si tu veux, on a commencé à crapahuter, si tu veux, quand même faire des opérations en Algérie. Le 17 novembre 1954, le 6e BCA est chargé de mettre sur pied un bataillon d'intervention de type Blizzard. Leur rôle, isoler et neutraliser les insurgés. Les unités doivent renforcer la présence française et apporter un soutien à la gendarmerie. Agir en maintien de l'ordre dans une guerre qui ne dit pas encore son nom. Sur place, la population berbère voit d'un mauvais œil l'arrivée des Français. La population locale a toujours résisté à l'ensemble des envahisseurs, qu'ils soient arabes, turcs ou français. Le terrain est extrêmement propice à la guérilla et permet aux populations locales de maintenir une pression constante sur la zone. Moi, pour moi, j'avais pitié énormément parce que moi, je me rappelle quand j'étais à l'approvisionnement au bataillon, là, eh bien, on nourrissait des familles. Tu sais, tous nos surplus, là, on les donnait. Alors, bien sûr, ils étaient gentils avec nous parce que, en plus, moi je me rappelle, dans une famille, il y avait 2 filles en particulier, là, qui étaient très sympas d'ailleurs, qui auraient voulu se marier librement aussi, parce que, attention, ils nous racontaient comment leur future vie, ils nous disaient qu'elle aurait bien voulu épouser un homme, bien sûr, mais qu'elle aurait choisi elle aussi. Mais manque de peau, c'était les parents qui choisissaient. Et puis bon, les gamins, en plus, on voyait qu'il y avait de la misère, hein, on leur donnait à bouffer, je te dis, ils n'avaient même pas besoin d'acheter quoi que ce soit, on leur donnait tout le reste. Et puis en même temps, ils ont exploité aussi les Kabyles, parce que les Kabyles, c'était les premiers habitants de l'Algérie. Eh bien, quand les Arabes sont arrivés, ils ont chassé dans les montagnes. Là, les pauvres montagnes, c'était pas comme la plaine, hein, c'était pas riche. Et en 1830, donc, lorsque on a colonisé l'Algérie, eh bien, c'était pauvre comme tout. On a des regrets. Je n'ai pas de regrets, si tu veux, parce que moi, je me suis comporté quand même en maintien de l'ordre. Hein. Tu sais que moi, j'ai jamais fusillé quelqu'un d'office comme ça. Hein. Non, tu vas pas tirer sur tout le monde. Les rappeler, hein, je veux dire, ils en ont zigouillé, justement. Moi, j'aurais pas pu zigouiller les gens comme ça. Parce que là-dedans, il y avait des gens qui étaient très sympas. Annexée depuis 1848, l'Algérie est intégrée dans le système administratif français sous 3 départements différents. Dès les premières révoltes, c'est à François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, de superviser le maintien de l'ordre. Il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français. Le risque pour eux est immense, puisque ce sont nos concitoyens, ils sont soumis, comme tout criminel, à la loi. Et la loi sera appliquée. Parce que les félagas, là, il y en avait qui savaient combattre, hein. Il fallait bien répondre. C'est-à-dire que moi, surtout, j'étais à l'intendance, tu comprends, c'était pas mon rôle. C'est de part et d'autre comme ça. Hein. Chez nous, si par exemple il y en avait qui se faisaient flinguer, bon, c'est que quand le mec s'écroule, il faut aller le chercher. Le maintien de l'ordre, auparavant annoncé par Mitterrand et prôné par la France, se transforme rapidement en de véritables opérations militaires. Très vite, les appelés se mêlent aux engagés volontaires afin de neutraliser les poches de rébellion.
C'est la première guerre des hélicoptères. De nombreuses sorties effectuées. Les équipages lâchent des tracts, attaquent les positions ennemies. Ces appareils acheminent hommes et matériel au combat et évacuent les blessés dans des temps records. La plupart atteignent les hôpitaux de campagne dans les 15 minutes. L'armée française va tirer parti de l'aéromobilité et a ainsi révolutionné la guerre. Transporter plusieurs dizaines de fantassins ou de parachutistes à bord d'escadrilles complètes d'hélicoptères au plus près du point d'ancrage avec les forces ennemies. Alors c'est de là que, en 55, la veille de Noël 55, nous, notre section s'est retrouvée face au Félaga, qui s'était ramassé dans une grotte. Et on n'avait que nos treillis, si tu veux, parce qu'il faisait bon. Puis d'un seul coup, c'était dans le Jura, là, d'un seul coup, on a tombé dans une embuscade, là. Et finalement, on a répondu, tu sais, parce que c'était notre baptême du feu. Hein. Moi, j'étais chef de groupe en tant que sous-off. Et moi, il y avait un jeune là qui était arrivé 3 mois, vers le mois d'août, eh bien, il avait le fusil mitrailleur, d'un seul coup, dis donc, hop, il balance le fusil mitrailleur, et puis il n'y avait plus personne. Hein. Moi, autrement, avec ma mitraillette, j'ai réussi à le ramasser, la bandoulière, là, et puis je l'ai ramassé vers moi. Puis il y avait le pourvoyeur qui avait, lui, les chargeurs. On a un chargeur dedans, puis on a répondu, quoi. Ah ben, je veux dire que s'il y avait eu une bouse de vache, je me serais roulé dedans, hein. Je me serais aplati dedans. Hein. J'étais comme les autres, hein. Parce que ça, c'est pas facile à expliquer. Hein. Non. Si on est, tu sais, quand ça tifle au cul, je veux dire que n'importe comment, tu essayes de réagir vite parce qu'en plus, il y a la panique qui se produit. Mais il y avait le commandant chez nous, là. Je veux dire que lui, il n'avait pas la trouille. Il était debout sur un rocher à commander la contre-attaque. Tu sais qu'une balle aurait pu me frapper, puis je restais là. Hein. Ouais. Un copain là, que lui, il avait la radio. Bien, lui, comment son poste radio s'est fait transpercer, et puis lui, il a reçu une balle. Hein. Et puis finalement, il s'en est tiré. Hein. Un nommé Weiss. Comme je te dis, tous les soirs, on se faisait allumer. Des villages, nous on répondait pas difficile, hein, on répondait directement à la mitrailleuse 12-7. Hein. Et puis je vais dire que ça flinguait là. Hein. On s'est passé au mandat tué hein, dans le village. Hein. Généralement, à ce moment-là, tu comprends, ils arrêtaient quand on répondait. On revenait aussi, je montrais la garde comme les autres. Hein. Par exemple, un pays comme la Chaise, ici, c'est pas difficile. Michelet, c'est à peu près grand comme ici. Lorsqu'on allait relier les gardes, changer les gardes, il fallait se déplacer. Hein. Alors j'ai vu quand il y avait du sirocco, par exemple, c'était la nuit totale. Là. Et puis, tu n'entendais rien du tout, tu ne voyais rien du tout. Alors moi, j'avais l'habitude de prévenir parce qu'il y avait des chefs de garde, il y a des sous-chefs de garde qui laissaient les sentinelles se relayer entre elles, mais moi j'allais toujours les accompagner. Alors souvent je me suis dit, tiens, on aurait pu se faire cravater si tu veux, parce que la nuit, hein, tu vois rien. J'avais toujours une grenade dégoupillée dans ma main. Hein. Si on m'attaquait, je sautais, mais eux aussi ils sautaient. Hein. Tu sais que
n'importe comment elle était prête. Si par exemple t'entendais un bruit pas normal, si tu veux, tu balançais la grenade. Hein. Ah, c'était première défense. Hein. Puis non seulement ça, mais en Algérie, il y a eu des accidents. On avait une compagnie là qui était une compagnie avancée aussi dans le bled. Un soir de garde, le lieutenant et l'aspirant, ils ont tiré sur une sentinelle qui s'était écartée du secteur où ils devaient surveiller. Tu comprends? Ils ont fait les sommations, soi-disant, et ne répondaient pas, bah, ils ont tiré. Ils l'ont tué. Ne bougez pas, hein. Ne bougez pas, ne tirez pas. Qu'est-ce qu'il a tiré là? Qu'est-ce qu'il a tiré? C'est que ce merdier là, vous avez vu quelque chose? Qu'est-ce que vous avez vu? Où est-ce qu'ils sont là? Derrière cet arbre? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Vous les avez vus derrière l'arbre? J'ai pas bougé. On aurait pu très bien tomber aussi en embuscade. Hein. Comme quand on allait au ravitaillement à Tizi Ouzou, là c'était comme ça. Hein. Moi j'ai vu souvent sur la route, on partait de bonne heure le matin pour revenir le soir. Eh bien, il y avait des coupures de route, parce qu'en montagne, tu sais, la route est souvent en flanc montagne. Là. Eh bien, ce qui faisait les Félagas pour nous embêter et préparer une embuscade éventuellement, eh bien, tous les gens qui étaient dans les Kabyles là, qui étaient dans le quartier, la nuit, ils les mobilisaient, puis ils faisaient creuser une grande tranchée dans la route, et puis des vallées, alors il fallait, pour pouvoir passer, il fallait boucher aussi. Le lendemain matin, nous, on réquisitionnait les gars pour boucher le trou, pour qu'on puisse passer. Ces gens-là, les pauvres, moi j'ai bien réfléchi après, ils étaient tyrannisés aussi parce que les Félagas ne faisaient pas de cadeaux. S'ils parlaient, par exemple, qu'ils avaient dit qui c'était qui avait fait faire le boulot, ils leur disaient comme ça, on vous coupe la langue. Hein. C'était comme ça. Hein. Bon, on a remporté des succès quand même parce que... Et par contre, j'ai failli aussi, j'aurais très bien pu me faire dézinguer. Parce qu'un jour, il y a un adjudant qui me dit comme ça, le Texier, tiens, tu vas aller ravitailler une section qui était avancée dans le bled. Si tu veux, ils étaient une trentaine, là, dans un petit village. Alors, il fallait les ravitailler. Parce que nous, du point de vue bataillon, on ravitaillait. Alors, le Texier, tiens, tu prends une jupe et puis tu vas comme ça. Je lui dis comme ça, moi, je n'irai pas s'il n'y a qu'une jupe. Moi, je veux absolument une escorte. Bon, il me dit, je vais me débrouiller autrement. Ben, j'ai dit, tu te débrouilles. Hein. Ben, les mecs se sont fait aussi en cours de chemin, ils sont tombés en embuscade. Et puis alors, on a eu 2 morts, quoi. Ben, c'est-à-dire que l'adjudant là en question, moi, je l'ai revu après, j'ai dit, hey, moi, ça serait plus de ma peau. Hein. On n'oublie pas ceux qui sont morts. Hein. Parce que c'était vraiment des copains, tu comprends? La guerre d'Algérie est une guerre asymétrique. Elle oppose une armée d'État à des groupements insurgés. Les tactiques d'engagement au combat de l'ALN, la branche armée du Front de Libération Nationale, sont révélatrices de ces nouveaux engagements. La guérilla est une petite guerre, simple, facile et utilisant des moyens primitifs. Ces principes décrits dans des notices distribuées aux nouvelles recrues sont au nombre de 3. Secret, surprise et brièveté permettent aux soldats d'être mobiles et insaisissables. Ah ben les opérations, ça c'était à l'échelon bataillon, ça, même divisionnaire. Hein. C'est que là, alors on savait qu'il y avait des groupes de Félagas dans tel endroit, par exemple on encerclait. Ben, bien sûr, hein, on arrivait à des fois à tous les tuer. Parce
parce qu'on ne faisait pas de prisonniers là-bas. Hein. Pour endiguer l'insurrection, les circulaires ministérielles françaises de 1955, et non spécialement concernant l'Algérie, neutralisaient tout rebelle en train de commettre une exaction, tuaient tout suspect tentant de s'enfuir. Si la guerre d'Algérie est la première guerre des hélicoptères, elle inaugure également la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre. Encore embryonnaire et expérimentale sous forme d'unité de reconnaissance pendant la guerre d'Indochine, la LAT devient une arme à part entière durant la guerre d'Algérie. Ce nouvel outil, très sollicité, estimé des combattants au sol et redouté par l'adversaire, est présent dans presque toutes les zones de combat sur l'ensemble du territoire. À partir de 1956, les combats s'intensifient en Algérie. La LAT est à l'image de cette guerre. D'abord utilisée pour ravitailler les troupes au sol, elle perd son aspect logistique au profit d'une dimension plus offensive. Les appareils embarquent roquettes, bombes à fragmentation et bidons spéciaux. Le napalm sera utilisé sur l'ALN, engendrant désapprobation et traumatisme chez les civils. À l'époque encore, c'était plutôt du... On se comportait en maintien de l'ordre, tu sais, mais on n'aurait pas massacré. À part, je te dis, le commandant Morand, là, qu'on avait, là, qui lui avait prévenu que si un jour il y avait un de ces hommes qui était blessé ou mort, il passait tout à feu et à sang. Hein. Eh bien, on a été tranquille. Ils avaient la trouille quand même. Hein. J'ai vu sur le marché à Bichelet, là, par exemple, un jour, pantatrac, hein, là, ils avaient voulu dézinguer. On a eu 2 blessés, d'ailleurs, mais ils s'en sont tirés. Alors, ils avaient glissé les pétards dans des quartiers de viande. C'était des bouchers. Ils faisaient une entaille dedans, puis ils glissaient le pétard dedans. C'était... Là, j'ai vu quand même, hein, j'ai vu flinguer des gens, hein, comment, des terroristes, si tu veux, des gens du FLN qui nous attaquaient, par exemple, dans les marchés, des machins comme ça, quoi. Quand ils étaient pris, ils étaient flingués. Souvent considérés comme de simples troupes auxiliaires, les supplétifs nord-africains ou harkis sont des engagés volontaires. Ils seront mis à contribution aux côtés des appelés du 6e BCA pour assurer la surveillance de certains lieux comme les marchés. Ils seront près de 70 000 à être massacrés lors de l'indépendance. Ah, c'était ainsi, c'était la vie de l'époque, quoi. Il a fallu la passer. J'ai été libéré le 15 janvier 1957. 30 mois et demi. Moi, j'avais un commandant qui voulait absolument que je rempile en Algérie. Il voulait que je m'engage. J'ai dit, mon commandant, écoutez, non, mais je ne suis pas fait pour être un militaire. Quand tu es militaire, il faut toujours t'étouffer, ou au moins que tu sois un grade au-dessus, si tu veux. Et sinon, tu es obligé de toujours t'étouffer, alors. Il n'a jamais raison. Non, je n'aimais pas cette mentalité. Il fallait reprendre la vie civile, puis bon, j'avais pas le choix, moi, parce qu'à l'époque, hein, c'est que mon pauvre
J'étais... Faut pas oublier, j'étais orphelin de père et mère, moi, à 9 ans. Hein. Personne pour m'aider. Hein. Fallait me débrouiller. Hein. Il a bien fallu que je construise ma vie tout seul. En plus, bon, avant que je suis parti en Algérie, j'avais confié mes maigres économies, si tu veux, à ma sœur. Quand je suis revenu, j'avais plus rien. À part que, si, en Algérie, j'ai quand même gagné de l'argent. Étant sous-officier, j'ai gagné deux fois et demi de plus qu'à travailler ici. Parce que j'avais les primes de bivouac, de primes de risque et tout ce que tu voudras. Parce que j'étais dans une compagnie opérationnelle. Là, j'ai gagné des sous. Alors, un beau jour, mon frangin me dit, parce que j'envoyais mes sous à mon frangin, qui était à Catin à ce moment-là, qui était à la poste, il dit, je vais t'ouvrir un compte, tu n'auras qu'à virer ta paye. Je dis directement, c'est comme ça que j'ai retrouvé mes sous en arrivant. Parce qu'autrement, j'avais pas de sous. Hein. Oh non, je pense plus. Je pense plus du tout, heureusement. Tu peux pas traîner ça. Moi, je vais pas... Ça m'empêche pas de dormir. Hein. Ce qui se passe en ce moment en Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais le début d'une espèce de résurrection. Voilà pourquoi le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement, à la France. Les mémoires de la guerre d'Algérie sont multiples et aussi divergentes que leurs acteurs. Contrairement aux mémoires de la Grande Guerre, uniformes, lissées, binaires et héroïques, le conflit algérien est imprégné de l'appellation de sale guerre. Les choix politiques, moraux, déteignent sur les consciences collectives jusqu'à invisibiliser les sources originelles, ceux qui l'ont vécu. Des sympathisants de l'ALN jusqu'aux engagés volontaires, une amertume perdure. Ceux qui avaient éprouvé de la sympathie pour l'ALN font le triste constat de l'échec de l'Algérie du FLN. Ceux qui s'étaient engagés dans la voie de l'Algérie française, par respect de la parole donnée, s'estiment trahis par la politique gaullienne. Ils n'admettent pas les circonstances dramatiques de l'abandon de 1962. Merci à mon grand-père de m'avoir livré, non pas la guerre d'Algérie, mais sa guerre d'Algérie. Son témoignage est nécessaire et précieux. C'est parce que tu me l'as demandé d'en parler, hein, mais sinon je ne veux pas parler. Hein. Moi, je pense que je voulais oublier toutes ces choses-là.
1957, année charnière. La guerre d'Algérie entre dans une phase critique, marquée par des événements qui façonneront à jamais l'histoire du conflit franco-algérien. Les insurgés du Front de Libération Nationale, ou FLN, défient la présence coloniale française, déterminés à obtenir l'indépendance de leur pays, l'Algérie. Face à une guérilla intense et implacable, l'armée française déploie ses troupes et multiplie les opérations pour contrer cette poussée irrésistible. L'année 1957 est un tournant dans le conflit. Elle marque une intensification des opérations militaires sur l'ensemble du territoire. Le recours à des méthodes controversées, telles que la torture et les interrogatoires musclés, soulève l'indignation à l'échelle internationale. Cette approche brutale divise l'opinion publique française et ajoute une dimension morale à une guerre à demi-mot déjà meurtrière. Au milieu de ce chaos, des voix pacifistes et humanistes s'élèvent pour appeler à la réconciliation et au dialogue. Mais Sali Hadj, Albert Camus et d'autres intellectuels prônent la recherche d'une solution politique juste et équitable. Cependant, les positions restent polarisées et la résolution du conflit semble plus insaisissable que jamais. En octobre et novembre 1957, la direction du MNA de Hadj, en France, est décapitée. Le FLN prend définitivement le dessus en France et en Algérie. L'année 1957 est un sentiment d'incertitude et d'inexorabilité. Le conflit perdure, nourri par des décennies de tensions accumulées. Alors que la guerre d'Algérie entre dans sa 4e année, la nation française, tout comme l'Algérie, sont confrontées à des choix décisifs quant à leur avenir commun. Pierre Rouillard, 21 ans, jeune professeur, se retrouve pris dans cet engrenage militaire sur fond de crise politique. Sur le plan syndical enseignant, tous les syndicats étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Alors souvent avec des nuances, c'est-à-dire que on pouvait espérer une indépendance négociée avec des accords économiques et pas seulement économiques, mais les travailleurs algériens en France. On aurait pu avoir des accords entre l'Algérie et la France sous une forme démocratique finalement, puisqu'il y avait beaucoup de travailleurs algériens depuis longtemps déjà en France. Le vote des pouvoirs spéciaux, en mars 1956, place le territoire algérien dans un régime juridique d'exception. Le gouvernement dispose de pouvoirs plus étendus pour prendre toute mesure exceptionnelle en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire. Manifestations et heurts se déclenchent dans la capitale, au pied de l'Assemblée nationale. Malgré la pression populaire, le texte est adopté par 455 voix contre 76. Les 146 députés du Parti communiste français votent également en faveur des pouvoirs spéciaux. Nous allons résister sur le plan militaire à l'attaque. Nous allons, par des moyens légaux, défendre l'ordre, mais en même temps, nous allons faire du progrès et de la justice, et nous allons bâtir dès maintenant une Algérie meilleure, preuve que nous voulons que l'Algérie demeure française. Le vote des pouvoirs spéciaux fait l'effet d'une véritable bombe sur la société française et accentue un peu plus l'incompréhension au sein de la population. Le gouvernement de Guy Mollet, sur demande de Robert Lacoste, ministre résident en Algérie, fait doubler les effectifs de l'armée, atteignant près de 400 000 hommes en 1957. C'est toute une génération d'hommes de 21 ans qui est appelée à la hâte en Algérie. La classe 57 fait l'objet d'une attention particulière en raison de la vive tension dans la capitale. L'envoi du contingent parisien se fait de nuit, dans des camions bâchés descendant directement sur les voies de la gare d'Austerlitz. Les gares sur le trajet sont fermées, renforcées par un important dispositif policier. À Marseille, le Koutoubia emmène Pierre au Maroc. Direction Oran et son centre de formation de Meknès. Alors, le Maroc, c'est quand même très différent. Il était déjà indépendant. Bon,
Nous, ça s'appelait maintien de l'ordre. En fait, on était à disposition du Maroc s'il souhaitait qu'on intervienne dans la police intérieure, si tu veux, en cas de rébellion, en particulier aux frontières, puisqu'il y avait beaucoup de passages aux frontières algéro-marocaines. Hein. À Paris, la France et le Maroc ont ouvert une nouvelle page de leur histoire. M. Christian Pineau, au nom de la France, et Sibécaï, au nom de l'Empire chérifien, ont apposé leur signature sur la déclaration commune qui constate la fin du traité de Fès et confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance marocaine. Le service de Pierre prend une dimension plus concrète dès son arrivée au Maroc. Depuis Oran, l'ensemble des appelés du contingent se regroupe sur le plateau de Meknès, dans un immense camp retranché qui servira pendant 8 mois de camp d'entraînement. Cet ancien terrain d'essai pour l'aviation abrite notamment les régiments supplétifs de l'armée de terre. Versé dans le 69e régiment d'artillerie d'Afrique, Pierre apprend durant ces 8 mois le maniement des armes, allant de la carabine M1 au canon de 105 mm. Un entraînement qu'il décrit dans ses lettres comme abrutissant et ennuyeux. Punition collective, tension et matraquage d'idées sont courants au centre d'instruction d'artillerie du Maroc. Pierre se sent épuisé physiquement et usé psychologiquement. À l'issue de ces mois d'entraînement et après un bref passage à El Ansor, il est détaché à la 2e compagnie saharienne d'infanterie et prend la direction de Colombéchar, dans le Sahara algérien. Moi, j'ai fait qu'un passage de 2 mois, je crois, dans le nord, là, à El Ansor, mais je t'en ai déjà parlé. Après quoi, je suis descendu dans le sud saharien. Et là, dans le sud saharien, au fond, j'ai pas beaucoup bougé. De l'Oued Saoura, là, à Adrar, Timimoun, Charwin, tout ça, c'était une zone. C'était une zone. C'était la grande plaine immense jusqu'à l'horizon. Hein. Ce qui m'a surpris, c'est d'être sur un plateau et soudain, c'était un abrupt sur ce qui était en fait le début du désert, quoi. La Wilaya 6 du Sahara algérien est le territoire le plus récemment réorganisé par le FLN. La zone d'Adrar a une forte attache messaliste depuis le début du conflit. Le nom d'Adrar provient du terme berbère de montagne. Cette région se trouve à une distance de 600 km au sud de Béchar, au sud-ouest de l'Algérie. Proche du Mali et de la Mauritanie, Adrar a une importance stratégique de premier ordre. Surnommée la ligne d'Oasis, Adrar est renommé pour son caractère agricole et son système d'irrigation traditionnel appelé Fogara. C'est au secteur des Palmeraies que Pierre va passer plusieurs mois. On bougeait pas beaucoup, surtout quand j'ai fait l'école, là. On bougeait pas du tout. On bougeait même pas de l'école puisqu'on y dormait. Mais on est isolé dans une vaste étendue déserte. Tu vois, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand on sortait de l'école, c'était le vaste désert et on n'allait nulle part. La seule chose qu'on faisait, c'est qu'on sortait de cette école, je t'ai expliqué comment c'était fait, et on s'asseyait le long du mur à fumer ou pas, et on regardait l'immensité devant nous. Mais on n'allait jamais se promener nulle part. Il n'y avait pas de lieu. Là, il n'y avait rien à voir. Rien, strictement rien. Et une fois que tu étais sorti de ton enclos, si je puis dire, comme il n'y avait rien, tu n'avais pas où aller. Tu n'allais pas faire le tour du fort, si je puis dire, de l'enceinte, quoi. Alors, tu faisais rien, tu t'asseyais et tu regardais l'horizon infini, quoi. On était en France, officiellement. Bon. Mais on était en guerre. Ça aussi. Les mots n'avaient pas d'importance. Pour nous, on était en guerre d'Algérie. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair.
le capitaine des affaires sahariennes avait négocié avec le caïd l'ouverture de l'école. C'était son rôle d'officier des affaires sahariennes, les relations avec les populations, etc. Donc, c'était un moyen logique de créer une école et d'avoir quelques élèves. C'était qu'une amorce, parce que j'avais rien à faire à l'état-major d'Adrar. J'étais tranquille à Adrar. On m'avait mis à un bureau de capitaine pour le 2e et le 5e bureau, c'est-à-dire l'état des populations au plan moral et politique. Et moi, j'avais à en faire la synthèse, à présenter au colonel une fois par semaine. Mais je ne peux pas dire qu'on avait de l'information. Il ne se passait rien, autrement dit. Je pense que j'étais content d'être dans la situation professionnelle avec des enfants, même s'ils étaient peu nombreux, et j'avais une intention, c'est de les sensibiliser aux Français, pour que eux-mêmes, si tout ça durait, puisque c'était prévu un peu comme ça, ils puissent communiquer. Ces enfants, je te dis peut-être une quinzaine, hein, on m'avait adjoint un horloger pour les instruire. Si tu veux, ces enfants, c'était la première fois qu'ils voyaient des Européens, des Français de métropole, quoi. Autrement, ils n'en avaient jamais vu. Donc ces enfants, il s'agissait de les sensibiliser à la langue française, quoi. Mais ça les intéressait pas beaucoup. Alors nous, on avait imaginé, mon copain, qui s'appelait d'ailleurs copain, et moi, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Alors, on les faisait jouer à des jeux collectifs. On avait une pseudo-piscine pour leur apprendre à nager, pour les distraire là-dedans. On cherchait plus des choses physiques extérieures que purement scolaires au tableau noir, parce que là, on entrait dans un monde qui leur était totalement étranger. Alors il y en avait un qui était plus âgé que les autres, il devait avoir 11-12 ans, 12 ans je pense, et lui était allé à l'école coranique. Et il lisait à peu près l'arabe. Il lisait à peu près, et il me servait un peu d'interprète, quoi. Quand j'étais bloqué, que j'arrivais pas à faire passer, Madeleine m'avait envoyé un dictionnaire et je cherchais dans le dictionnaire le mot. Comme il lisait l'arabe, il pouvait lire le mot et le dire aux autres, quoi. Mais moi, je ne pouvais pas vérifier. Alors, je voyais à peu près si c'était ça, parce que je m'étais initié tout seul à l'alphabet, enfin l'alphabet, pour voir si ce qu'il disait ressemblait à ce que je pouvais lire. Mais ça n'a pas duré assez longtemps et il n'y avait aucun contexte parlant français pour eux. Aucun. Ils retournaient dans la Palmeraie, il n'y avait rien de français dans la Palmeraie. Rien. Donc il n'y avait pas de bain, si tu veux, nulle part pour eux. Que penser de la situation des appelés laissés à eux-mêmes dans le Sahara algérien? Bien que la piste soit sécurisée jusqu'à Gao, ces unités sahariennes se retrouvent presque totalement isolées. Les petits groupes de méharistes pour certains et d'infanterie pour d'autres se retrouvent dans cet immense espace vide qu'il faut occuper. Alors que l'État français considère cette présence comme nécessaire afin de gagner les cœurs et les esprits, les appelés se sentent en pratique étrangers. Malgré les efforts des sections administratives spéciales déployées depuis 1955,
la présence française est souvent perçue avec suspicion. À Adrar, 2 dispensaires avaient été ouverts depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale afin de recenser les populations. Mais dans les faits, ce travail arrivait beaucoup trop tard dans une région laissée à l'abandon par les services de l'État. Pierre écrit « Tout est si bien prévu sur les papiers que j'enregistre que rien n'est fait. » L'ouverture de l'école n'avait aucune initiative officielle et ne s'inscrivait dans aucune continuité de l'action publique. Quant aux troupes, elles étaient fréquemment imposées aux habitants locaux, qui n'ont pas le choix de refuser. Cette présence crée des perturbations et met en lumière le décalage entre la métropole, le nord de l'Algérie et le Sahara. Pierre met un point d'honneur dans ses courriers à montrer l'inutilité de la présence française au désert. Il relève également les brimades et les mauvais traitements des autres compagnies sahariennes. Il écrit « Je n'ai pas assez l'esprit militaire pour réagir autrement qu'en civil. » Le caïd, sûrement, de la Palmeraie, a voulu inviter les 2 instituteurs pour de bonnes relations, puisqu'on accueillait les enfants de son territoire. Donc il nous a invités, mais il nous a invités par l'intermédiaire du capitaine des affaires sahariennes, si tu veux. Il ne nous a pas invités, on ne le connaissait pas, nous. Il ne nous a pas invités en direct, tous les 2. Le capitaine a accepté l'invitation. Nous, on était assez contents, pourquoi pas, d'aller dans la Palmeraie chez quelqu'un. Mais le capitaine est venu avec nous, les 2 instits, on va dire, et accompagné de 2 hommes en armes. Alors, on a déjeuné d'un couscous et méchoui. Ça devait être une cour dehors, assis par terre parce que c'est comme ça, tu sais. Et puis il y avait un grand plat de couscous au milieu de nous, et chacun, avec une cuillère, tu sais, pousse un peu de couscous ou le mange, et puis verse sa sauce. Comme le plat est très grand, on ne mange pas dans le trou de l'autre, quoi, si tu veux. Et il y avait quand même 2 hommes en armes, avec le capitaine et sa femme, et les 2 instits, on va dire. Donc c'était pas quand même des invitations libres et personnelles. Je pense que de toute façon, par sécurité, on ne nous aurait pas laissé aller tous les 2, sans armes. Si 1958 est une année de rupture dans la crise algérienne, elle est une cristallisation de la pensée de Pierre sur son service militaire. Sentiment d'inutilité, temps perdu, gâchis de moyens. Tant d'idées fusent et s'arrêtent sur une question, pourquoi ? Pourquoi déployer de jeunes hommes et les maintenir à surveiller l'immensité du Sahara? Pourquoi vouloir ouvrir une école sans donner aux agents de l'État moyens ou du moins intérêt? Le projet de l'école fut teinté d'indifférence par la hiérarchie de Pierre, sans tableau ni matériel. Comment assurer une classe? Quant aux compagnies sahariennes d'infanterie, elles enregistrent de maigres résultats. La LN, la branche armée du FLN, est peu active dans ce bastion messaliste qu'est la wilaya 6 du Sahara. L'armée française, quant à elle, est occupée à Regan, sur les hauts plateaux, à préparer les essais nucléaires de Gerboise-Bleue. Plus les mois passent, et plus la lassitude prend le pas sur les questionnements. Elle fait perdre pied, et donne un sentiment d'engourdissement qui disparaît lors de l'annonce du retour. Le retour, justement. Ce sentiment de liberté retrouvé aurait dû donner à chacun une raison de savourer le voyage. Mais pas pour Pierre. Sa liberté lui a été volée, et son retour est marqué par l'amertume et la colère. Le capitaine, que je ne connaissais pas, nous a interviewés. On était 3 à partir.
nous a interviewés, ça c'était à Timimoun. Les deux gars qui étaient avec moi n'ont pas pipé mot. Je ne me souviens pas qu'ils aient dit quoi que ce soit. Sa question, pour moi, était « Qu'est-ce que vous allez dire en France en rentrant ?» Alors, c'était le genre de question qu'il ne fallait pas me poser, sauf si on acceptait d'entendre la réponse. Alors, je lui ai dit que j'avais perdu mon temps, que je n'avais rien appris, mais que je n'étais pas chez moi et que eux étaient chez eux. Alors là, ça a été très mal perçu par son lieutenant qui l'accompagnait, parce que lui, c'était un Saint-Cyrien qui croyait son endoctrinement d'Algérie française, de je ne sais pas quoi. Je le connaissais assez peu. Alors c'est lui qui m'a dit après l'entretien, il me voit, il me dit « tu partiras pas ». C'est-à-dire que des sanctions empêcheront que... Oh, je lui ai répondu, je ramperai, mais je partirai. Il pourrait me demander, autrement dit, il pourrait me demander ce qu'il voulait, je le ferais. J'en avais vu d'autres, hein. Je le ferais. L'essentiel, pour moi, c'était d'écrire tous les jours. C'était le lien indispensable, extérieur. Je quittais, si tu veux, la situation. J'écrivais beaucoup. Donc, que ce soit Madeleine tous les jours et mes parents plusieurs fois la semaine, parce que ça les rassurait aussi. Hein. C'était pour moi, mais c'était pour eux aussi. J'avais rien de plus à ajouter en rentrant. Mes parents ont voté oui. J'avais l'impression qu'ils ne comprenaient rien, que des parents qui acceptent par leur vote que leur enfant aille en Algérie, parce qu'il y avait le Nord quand même. Hein. Bon, le Sud, il ne se passait rien, mais dans le Nord, c'était une autre histoire. Donc certains mouraient. Et quand on voit rentrer des cercueils, on peut réfléchir et se demander le pourquoi, le comment, etc. Et moi, je trouvais aberrant qu'ils n'évoluent pas, qu'ils acceptent politiquement. Alors, j'étais parfaitement conscient que si j'étais là-bas, c'est que les Français l'avaient voulu. Ça. Et c'est pour ça que je faisais ce que je devais, parce que c'était une décision démocratique, néanmoins, puisqu'il y avait eu des votes. Même si moi je leur avais écrit de voter dans un sens plutôt que dans un autre, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi je ne leur ai jamais demandé ? J'ai tellement trouvé ça absurde. Nous avons reçu les résultats définitifs de 10 départements algériens. On peut dire qu'il y a eu, en moyenne, 96% de oui. Nous sommes en mesure maintenant de vous donner les résultats définitifs pour la métropole. Eh bien, le pourcentage des oui s'établit à 79,25% et celui des non à 20,75%. Comment pensez-vous que les choses vont se passer maintenant là-bas ? Que les musulmans ont accepté à une si forte majorité? Naturellement, je ne suis pas prophète, hein, et surtout, n'essayez pas de me faire des prophéties. Mais il va falloir maintenant poursuivre la pression contre le terrorisme, bien entendu, et surtout mettre en œuvre les réformes qui donneront à cette population, et notamment la population musulmane, les satisfactions qu'elle attend au sein de la France, et de manière que, comme l'a dit le général de Gaulle tout récemment, ces musulmans se sentent chaque jour de nouvelles raisons d'être français et de le devenir de plus en plus. Ça s'est démontré que tout ça était 8 ans inutiles.
Alors, le drame, dans mon esprit, c'était quand même que dès lors que tu verses le sang, tu crées forcément le clivage et la haine. Et ça c'est très mauvais dans des relations, justement, par exemple, avec l'Afrique du Nord. Non, je n'irai pas voter parce que j'ai voté une fois oui et je me suis trompée. J'avais grande confiance en le général de Gaulle. Je croyais en son prestige. Je pensais que son prestige allait faire finir la guerre d'Algérie. J'ai un fils qui a 21 ans bientôt et c'est comme une épée de Damoclès, cette guerre au-dessus de la tête. Et cette fois, je ne voterai pas. Vous n'irez pas jusqu'à voter non, mais comme je doute, je m'abstiendrai. S'abstenir, se taire, s'engager. La position des appelés à leur retour est catastrophique. Ils sont de facto perdants. L'État français se désengage complètement des vétérans du contingent. Tiraillé par l'OAS et le communisme, l'État souhaite éviter toute querelle intestine au sein de l'armée, préférant l'unité à la sincérité. L'Algérie voit dans ces hommes des bourreaux qu'il faut supprimer pour permettre à l'Algérie d'exister en tant que nation. Elle est marquée par les exécutions sommaires, les déplacements de population et la manière dont la France a nui aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quant à l'opinion publique française, elle se désintéresse complètement de ces vétérans, de leur traumatisme et leurs réactions. C'est ce qui rend la situation des appelés si particulière. Que faire pour ces appelés de retour en métropole ? En me mettant à l'écart, c'est-à-dire que je n'adhère pas à une association d'anciens combattants, déjà. Je ne me considère pas comme un ancien combattant. Je n'ai jamais combattu les armes à la main. Et j'en suis bien content. Parce que ce qui me gênerait aujourd'hui, c'est d'avoir pu tuer quelqu'un. Ça m'encombrerait la tête. Parce que je suis comme je suis. Mais je l'aurais fait. Ne serait-ce que pour protéger les copains. Pour les vétérans d'Algérie, le retour a été presque aussi traumatisant que la guerre elle-même. La guerre devait s'arrêter en 1958. De Gaulle devait résoudre cette crise. Finalement, le traumatisme s'est prolongé de 4 années supplémentaires. De la pacification, au progrès démocratique, au progrès social, on peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Est-ce que vous comptez rester définitivement en métropole? Je ne sais pas. Vous ne savez pas encore? Je ne sais pas encore, suivant les événements. Vous avez des parents en France? J'ai toute ma famille. Par conséquent, vous allez décider maintenant? Non, en Algérie. Elle est restée là-bas. Est-ce que vous pensez qu'ils viendront vous rejoindre? L'Algérie nouvelle appartiendra aux Algériens, aux diverses communautés qui composent ce pays. La France est résolue à vous apporter fraternellement son appui et son concours dans la grande œuvre de développement qui est à la veille de commencer pour votre pays tout entier. Vive la Kabylie, vive l'Algérie et vive la France! L'intervention en Algérie a commencé en secret, sous les mots cachés de maintien de l'ordre. Elle s'est soldée 8 ans plus tard par une défaite sous le regard du monde entier. Plus de 30 000 morts côté français, 75 000 soldats harkis tués, 400 000 civils et combattants algériens morts, 2,5 millions d'Algériens déplacés sous la contrainte. Pour l'Algérie, c'est une guerre civile, et le point culminant pour l'indépendance qui aura duré un siècle. Pour les Français, ce conflit représente une décennie d'atrocités, remettant en question les valeurs mêmes du pays. L'honneur, la liberté, la compassion, l'honnêteté et le patriotisme.
Parmi la myriade de témoignages, ce documentaire avait pour vocation d'offrir des pistes de réflexion sur ce conflit et sur l'impact qu'il a eu sur les mémoires. Merci à mon grand-père de m'avoir fait confiance pour mener à bien ce projet. Son témoignage est nécessaire et précieux. Son histoire est aujourd'hui notre héritage. J'étais sur la terrasse à regarder le désert, quoi, d'un peu plus haut. Et la nuit, et c'est très beau. Enfin, c'est des sensations qu'on n'a jamais autrement, hein. D'être sur une terrasse à regarder rien, nulle part, la nuit. Mais c'est très beau, en fait. Et il est certain que quelqu'un qui se serait approché, j'aurais pas hésité. Parce que aussi, l'entraînement, c'est sûr. T'es un homme capable et dangereux, je dirais même, à cause de cet entraînement. Et ça te pose aucun problème moral. Quand j'ai des souvenirs, c'est des souvenirs de relations. Mais de relations civiles et civiques, si tu veux. Je n'ai aucun souvenir de soldatesque, tu vois, Non, j'ai pas ça. J'ai pas ça parce que ça n'a jamais été vraiment la situation. J'ai toujours été dans des situations particulières, finalement.